La conférence d'aujourd'hui porte sur l'écriture de la thèse, erreurs et conseils pratiques. Donc on va structurer tout simplement le propos en deux parties. Je vous parlerai d'abord des erreurs à éviter sous la forme d'une série de conseils, et ensuite je vous parlerai de conseils purement pratiques qui seront des conseils d'organisation matérielle de la recherche, c'est-à-dire finalement comment on fait pour traiter la masse documentaire, c'est quand même quelque chose de très important. Alors avant d'aborder ces deux parties, je voudrais quand même donner une précision quand même qui est très importante sur le but de la thèse. Quel est le but de la thèse? Qu'est-ce que c'est le but d'une thèse? Et je pense que le but de la thèse, il est à peu près le même, quelles que soient les disciplines. Mais quel est le but d'une thèse? Le but d'une thèse, c'est de trouver un problème. C'est pas de trouver une réponse, c'est de trouver un problème. Parce que si vous trouvez le problème, vous trouverez la réponse. C'est facile d'imaginer des réponses à un problème, mais c'est difficile de savoir à quelles questions répondent, enfin, à quelles questions correspondent les réponses qu'on peut lire. Donc, la réponse est non, mais quelle est la question? Donc, le problème, c'est le problème. Donc, le but de votre thèse, c'est de trouver un problème. Pourquoi? Parce que seul un problème ouvre une discussion. On discute d'un problème, et un problème signifie que vous avez au moins le choix entre deux possibilités. Au moins entre deux possibilités. Vous pouvez avoir le choix entre 3 possibilités, 4 possibilités, 5 possibilités. Mais un problème suppose que vous avez au moins un choix fondamental à faire. Et ce qu'on appelle dans la thèse la problématique, ce n'est que la succession des problèmes que vous allez examiner pour résoudre votre problème principal. Alors, les problèmes, on s'en pose dans la vie de tous les jours. C'est sûr que si je dois choisir, si je dois partir pour les vacances à la mer ou à la montagne, c'est un problème, mais je vais le résoudre normalement assez facilement. Sachant que la thèse, elle porte sur des problèmes qui sont intellectuellement construits, intellectuellement élaborés, et que donc du coup, pour trancher le problème, je vais devoir examiner des sous-problèmes. C'est ce qu'on appelle la problématique. Donc seul le problème ouvre une discussion et une argumentation, ce qui veut dire, et c'est très important, que la thèse n'est pas une synthèse. La thèse n'est pas une synthèse. La thèse suppose la synthèse, mais elle n'est pas une synthèse. C'est-à-dire qu'une thèse ne peut jamais se résumer à être une synthèse. Qu'est-ce que c'est une synthèse? Une synthèse, c'est lorsque vous regroupez des éléments divers et que vous les agrégez selon une unité qui n'existait pas en eux a priori. C'est assez compliqué comme définition, mais on peut prendre un exemple très simple de ce qu'est la synthèse. Vous imaginez, si vous avez en fait une construction en briques de Lego, l'analyse consiste à démonter en fait la construction et à aligner toutes les briques et à les ranger par couleur, par taille, par grandeur, donc à faire une classification. Donc ça, c'est de l'analyse. Et la synthèse consiste à prendre les briques et à construire un objet qui est différent de celui que vous avez déconstruit. Donc une synthèse consiste à prendre un document ici, un document là, donc plusieurs données, et à les agréger dans l'unité de votre sujet. Donc si votre thèse se limite à être une synthèse, ce n'est pas une thèse. C'est qu'une synthèse. Donc la thèse suppose la synthèse, c'est-à-dire que pour faire votre démonstration, pour avoir votre but, vous devez faire une synthèse, mais la synthèse, elle est au service de la démonstration et n'est pas le but en soi. D'accord? Donc la synthèse, c'est le moyen, mais pas le but. Le but, c'est le problème. Et pour résoudre le problème, on fait œuvre de synthèse. J'espère que c'est suffisamment clair, mais il ne faut pas confondre le but et le moyen. Donc, c'est la même chose pour l'écriture, dont je vais vous parler, là, tout de suite. L'écriture est au service de la thèse, donc elle est au service du but et non l'inverse, bien entendu. Donc, toute votre écriture, votre façon d'écrire la thèse est au service du but de la thèse, qui est la mise en valeur du problème qui est propre à votre sujet et à votre champ disciplinaire. Donc, comme je vous l'avais annoncé, je vais diviser l'intervention en deux séries de conseils, les erreurs à éviter, qui sont en réalité des choses à faire aussi, hein, parce que ce qu'il faut
et éviter dialectiquement nous permet de savoir ce qu'il faut faire, et des conseils pratiques sur l'organisation matérielle de la recherche. Alors, les erreurs à éviter, j'en ai trouvé 5, donc je vais vous donner 5 conseils que vous pourrez ensuite méditer chez vous. Donc, ils ne sont pas classés par ordre d'importance. Je les ai classés de manière totalement intuitive, spontanée. Donc, il n'y a pas d'ordre caché ou mystérieux. Le premier conseil n'est pas plus important que le 5e et vice-versa. C'est 5 conseils à suivre intégralement. Donc, le premier conseil, c'est le style de l'écriture, que je pourrais résumer en une seule phrase. Il faut être intelligible avant d'être intelligent. Les grands génies sont incompris, mais ce n'est pas parce que vous êtes incompris que vous êtes un génie. Ou pour vous le dire de manière plus philosophique en citant Nietzsche, fameux philosophe allemand du XIXe siècle, dans Le Gai Savoir, écrit cet aphorisme: qui se sait profond s'efforce à la clarté, qui veut paraître profond aux yeux de la foule s'efforce à l'obscurité. Donc si vous savez que vous êtes intelligent, si vous savez que vous faites un véritable apport dans la recherche, soyez clair. Parce que ce que vous devez mettre en valeur, c'est le problème et l'apport que vous faites. Très souvent, on se réfugie derrière un langage obscur pour masquer des banalités. Qui se sait profond s'efforce à la clarté. Si vous savez que ce que vous dites en vaut la peine, soyez clair. Donc, être intelligible avant d'être intelligent, mais ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être intelligible, il faut aussi être intelligent. Mais il vaut mieux d'abord se faire comprendre. Parce que si vous faites la thèse du siècle, ce que je vous souhaite, mais que personne ne la comprend, ben ce sera une perte pour tout le monde. Pour vous, pour moi, pour toute la discipline. Et souvent, vous avez des thèses qui ne sont pas forcément les plus intelligentes, mais qui sont intelligibles, et parce qu'on les comprend, on prend plaisir à les lire, on prend plaisir à les citer. Donc votre style, comment il doit être? Ben, il doit être direct et simple. Vous devez viser la clarté. Dire les choses sans détour. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous dites les choses sans détour. C'est-à-dire que votre style doit permettre au lecteur de trouver ce qu'il cherche. Que cherche le lecteur? Et je peux vous dire que ça fait quand même déjà plus de 10 ans que je lis des thèses. Hier, j'étais encore dans un jury de thèse. Dans 15 jours, je vais aller à Nancy dans un autre jury de thèse. Et quand on a une thèse, qu'est-ce qu'on cherche? Ben, la première chose qu'on cherche, c'est où est la thèse. Alors non pas où est la thèse physiquement, bien sûr. Là, je l'avais dans les mains. Mais qu'est-ce qu'il défend? Qu'est-ce qu'il soutient? Donc, il faut que vous ayez un style méthodique. C'est-à-dire que vous devez écrire non pas en fonction de ce que vous pensez être le meilleur, mais en fonction de ce que le lecteur cherche. C'est une œuvre de communication. Vous devez communiquer des idées. Vous n'écrivez pas la thèse pour vous. Vous l'écrivez pour qu'elle soit lue, pour qu'elle soit discutée. Donc, qu'est-ce qu'il cherche, le lecteur? La première chose que le lecteur cherche, c'est ce que vous soutenez. Quelle est votre thèse? Ça vient de là, d'ailleurs, le terme de thèse. Parce qu'en réalité, vous aurez un doctorat. C'est un diplôme, donc vous serez docteur, c'est un titre, qui signifie être savant. Mais pourquoi on appelle cela une thèse? Parce que c'est une métonymie, c'est-à-dire on désigne la partie pour le tout. C'est-à-dire la thèse, c'est ce que vous soutenez, c'est la proposition que vous soutenez. Et vous savez que jusqu'au XIXe siècle, les thèses étaient entièrement orales, notamment au Moyen-Âge. Mais même pendant le XIXe siècle, elles étaient orales. On soutenait uniquement des positions à l'oral. On avait juste un écrit le jour de la soutenance, et d'ailleurs le terme porte bien son nom, et on soutenait les positions que l'on avait arrêtées. Et après, c'est devenu une véritable dissertation au XXe siècle, telle que vous la connaissez. Donc un style méthodique, c'est-à-dire qu'il faut écrire en fonction de ce que le lecteur cherche, cherche. Alors, moi je donne toujours ce conseil à mes doctorants,
qui est un conseil terrible, hein, parce que si vous l'appliquez, il va rendre votre écriture parfois très compliquée, mais si vous arrivez à l'appliquer complètement, vous serez parfaitement intelligible. Moi, j'oblige tous mes doctorants à commencer chacun de leurs chapitres toujours par la même phrase. C'est étonnant. Je les oblige à commencer toujours le chapitre par la même phrase. L'objet de ce chapitre est de démontrer que. Et ensuite, vous complétez. Mais si vous n'arrivez plus à compléter ce qu'il y a après le que, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous ne savez pas où vous en êtes. Donc si cette première phrase, vous ne pouvez pas l'écrire, vous ne pourrez pas écrire le chapitre. C'est comme si, désolé pour la métaphore, vous arrivez à l'aéroport, mais vous ne connaissez pas la destination. Alors c'est sûr, vous pouvez monter en fait dans le premier avion que vous trouvez. Ça s'appelle Lost in Translation. Et on en a fait un film. Donc l'objet de ce chapitre est de démontrer que si vous réussissez à passer cette première étape, il y a une deuxième phrase que j'impose à tous mes doctorants et que je vous conseillerais d'essayer de compléter. La deuxième phrase, c'est l'enjeu de cette démonstration est. Donc, qu'est-ce que je soutiens? Pourquoi je le soutiens? Pourquoi c'est intéressant? Si vous survivez encore à cette deuxième phrase, il y a une troisième phrase. Mais celle-là, vraiment, elle vous ouvre la porte du chapitre. Donc, si vous arrivez à la troisième étape, c'est sûr, vous pourrez écrire le chapitre. C'est certain. La troisième phrase, c'est le problème qui se pose est. Donc, qu'est-ce que je soutiens? Pourquoi je le soutiens? Et quel est le problème? Quel est le problème qu'on va examiner? 3 phrases qui commencent chacun des chapitres. Alors, ça ne veut pas dire que nécessairement, vous allez tout le temps écrire dans votre thèse l'objet de ce chapitre est de démontrer que. Vous comprenez que c'est un exercice d'écriture pour vous-même, pour faire le point vis-à-vis de vous-même et pour savoir si vous avez les idées suffisamment claires pour que quand on vous lise, on vous comprenne. Donc, est-ce que vous allez être intelligible? Donc, faites cet exercice. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, je doute très très fort que vous puissiez écrire le chapitre. Et vous pouvez le faire pour la thèse en entier. Vous savez, il y a un test terrible. Pour moi, c'est l'un des meilleurs tests, mais c'est le test, c'est comme passer en fait dans le feu. Hein. Et donc, quand on passe dans le feu, des fois, en fait, ça brûle tout, il reste plus rien, on ressort tout nu. Bon, mais il faut le faire. Mais vous avez un test terrible. C'est est-ce que vous êtes capable de résumer votre thèse en une seule phrase? Si vous n'êtes pas capable de résumer votre thèse en une seule phrase, mais qu'il vous faut 10 minutes d'explication pour expliquer ce que vous soutenez, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, cette fois, c'est la façon dont vous exprimez le problème, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment clair, normalement, votre thèse, elle doit faire une phrase. Elle doit pouvoir être résumée en une phrase. Qu'est-ce que vous soutenez? Eh bien, dans ma thèse, je soutiens que ça. Mais pourquoi vous le soutenez? Parce que l'enjeu de la thèse, c'est ceci. Et quel est le problème? Le problème, c'est cela. En 3 phrases, vous avez tout dit. Donc, pour continuer, en fait, dans une métaphore que j'aime beaucoup, mais qui ne sera pas forcément intelligible pour tout le monde, je compare souvent la thèse, en fait, à une enquête policière. Mais tout dépend, en fait, du modèle de détective que vous avez. Parce que vous savez que vous avez Sherlock Holmes, voilà. Vous avez Hercule Poirot, mais Hercule Poirot fonctionne comme Sherlock Holmes. Mais vous avez aussi Columbo. Donc la différence fondamentale entre Sherlock Holmes et Columbo, c'est que Sherlock Holmes cherche le coupable, mais vous ne savez pas qui est le coupable. On sait qu'il va le découvrir normalement à la fin, ou Hercule Poirot aussi va le découvrir, mais on ne sait pas qui est le coupable. Tandis que dans Columbo, c'est l'inverse. D'entrée, vous savez qui est le coupable, et en fait, vous allez regarder la démarche de Columbo pour le plaisir de son raisonnement, c'est-à-dire comment il fait pour trouver le coupable. Donc, est-ce que vous devez être Sherlock Holmes ou Columbo? En réalité, les deux. Vous devez être Sherlock Holmes dans la recherche et Columbo dans l'écriture. Parce que, qu'est-ce que c'est qui nous intéresse dans une thèse? C'est qui est le coupable. Et le coupable, c'est votre thèse. Si j'ose m'exprimer ainsi aussi. C'est la thèse que vous soutenez. Donc vous commencez, voilà, je soutiens ceci, et on va dire, mais alors comment vous en arrivez à penser cela?
Pourquoi vous pensez que c'est un tel qui est le coupable? Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous y arrivez. Donc, on va lire l'argumentation que vous avez pour déterminer en fait le coupable. Donc, quelles sont les questions qu'on se pose lorsqu'on lit une thèse? Cette fois, je vous donne le point de vue du rapporteur. Les questions qu'on se pose, c'est que soutient le candidat? Comment est-ce qu'il se positionne dans le champ de la recherche académique? Et quel est son apport? Donc, qu'est-ce que soutient le candidat? En gros, quelle est son idée? Il faut qu'il y ait au moins une idée. Mais une idée, vous savez, ça peut suffire. Hein. Vous avez une anecdote à ce sujet où on avait, je crois que c'était, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était un auteur célèbre qui avait demandé en fait à Albert Einstein, il avait dit, mais comment vous faites, quand vous avez une idée, comment vous faites pour la noter? Vous avez un carnet spécial où vous mettez vos idées? Il dit non, Albert Einstein dit, j'ai pas besoin de carnet, vous savez, dans toute ma carrière, je n'ai eu qu'une seule idée. Mais donc, une seule idée, ça peut suffire en fait à faire une belle carrière. Donc, que soutient le candidat? Comment est-ce qu'il se positionne dans le champ de la recherche académique? C'est-à-dire, dans quel courant il s'inscrit? Dans quelle théorie, dans quelle ligne théorique, en fait, il s'inscrit? On a besoin de le savoir d'entrée. Il faut le dire. Tout de suite, il faut le révéler, il faut être clair. Il ne faut pas le cacher. Et quel est son apport? C'est-à-dire, qu'est-ce que la thèse elle apporte au débat académique, dans le champ académique du sujet? Donc, quel est l'intérêt? Mais vous apercevez qu'avec l'enjeu et le problème, vous répondez en fait aux attentes du lecteur. Donc, le style intelligible avant d'être intelligent, et le style est au service de la démonstration, et le style est au service du lecteur. Le lecteur. C'était le premier conseil. Deuxième conseil, subjectivement, pour moi, c'est le conseil le plus important. Mais je dis subjectivement. Le deuxième conseil porte sur la longueur de la thèse. Et je pourrais le formuler de la manière suivante. Faites gagner du temps au lecteur. Parce que votre thèse, elle est faite pour être lue. Alors, pour vous, j'ai passé de longues heures à déterminer le ratio qu'il existe entre le nombre de caractères et de mots dans une thèse et le temps de lecture en français. Parce qu'en fait, il n'y a pas le même nombre de mots dans un texte en anglais et en français, on lit différemment. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur des sites de psychologie cognitive et dans des papiers de psychologie cognitive, je l'ai fait pour vous, pour faire cette conférence. Donc je vais vous donner en fait un ordre d'idées, parce qu'aujourd'hui on peut facilement évaluer le nombre de mots et de caractères qu'il y a dans une thèse, puisque vous utilisez tous normalement des logiciels, vous faites outils statistiques, vous avez le nombre de caractères espace compris, et le nombre de mots. Alors voici le résultat de mes recherches. Je vous donne un exemple que je ne suis pas allé chercher bien loin puisque c'est ma propre thèse. C'est une thèse de 160 000 mots et d'1 million de caractères, espace compris, avec les notes de bas de page. Donc 160 000 mots, 1 million de caractères, espace compris, avec les notes de bas de page. Donc en incluant les notes infrapaginales. 1 million de caractères. Ce qui correspond en Times New Roman, police 12, et avec les marges habituelles, à 333 pages de corps de texte. Donc, ce que j'appelle le corps de texte, c'est l'écriture de la thèse à proprement parler, en dehors de la bibliographie, en dehors de la table des matières, en dehors du sommaire, et éventuellement des listes d'abréviations et de remerciements. Donc, vraiment le corps de texte, c'est-à-dire la dissertation doctorale en elle-même. Eh bien, pour un lecteur normal, c'est-à-dire un lecteur, ce qu'on appelle un lecteur normal, c'est un adulte qui a une éducation normale, donc qui a au moins le baccalauréat ou qui a fait 2 ans d'études après le baccalauréat. Il faut, pour lire en fait une thèse, 2 millions de caractères espace compris, 9 heures de lecture. 9 heures. 9 heures. Pour 333 pages. 9 heures. Et pour un lecteur expert, c'est-à-dire une personne qui a l'habitude de lire très souvent. Alors vous êtes tous des lecteurs experts puisque vous êtes en doctorat, donc vous lisez toute la journée, donc vous lisez plus vite que la moyenne, c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de naturel puisque vous lisez toute la journée. Moi-même, je fais partie des lecteurs experts. Donc, pour un lecteur expert, donc vous allez être lu par un lecteur expert, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire. Hier, j'ai discuté avec un membre du jury de la thèse où j'étais. Bon, il avait beaucoup d'expérience, il était plutôt en fin de carrière. Il a fait un calcul. Il a dit, j'ai passé 4 ans de ma vie à lire des thèses.
Il a fait 108 soutenances de thèse. Ça correspond à 4 ans de lecture. Donc, pendant 4 ans de sa vie, il n'a fait que lire des thèses. Ça fait réfléchir. Donc, un lecteur expert, il faut 6h30 de lecture. Tout de même, 6h30 de lecture. Ce qui signifie, et c'est un deuxième exemple que j'ai pris, alors cette fois, c'est pas ma thèse, c'est la thèse en fait d'un ami. C'est une thèse de 215 000 mots. 1 300 000 caractères. Espace compris et notes comprises. Il faudra 12 heures de lecture pour un lecteur normal et 9 heures de lecture pour un lecteur expert. Alors pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que réfléchissez à une chose. Est-ce qu'on peut lire votre thèse en une seule journée? Si c'est 9 heures de lecture, c'est clair que non. Une journée, on va dire que c'est 8 heures. Mais non seulement on doit lire votre thèse, mais en plus on doit faire un rapport dessus. Donc il faut que votre thèse soit lue en moins de 8 heures et que le rapport puisse être rédigé en moins d'1 heure. Donc si vous voulez être lu en entier, en réalité, vous ne devriez jamais dépasser le 1 million de caractères. C'est clair. Je vais vous faire une confidence terrible. Pour l'instant, de toutes les thèses que j'ai lues, ça ne va pas vous rassurer. Il n'y en a que 2 que j'ai lues en entier. Enfin, en dehors de la mienne, bien sûr. Il n'y a que 2 thèses que j'ai lues en entier. Il n'y a que 2 thèses où je suis arrivé jusqu'au bout. La plupart des thèses, je les ai lues à 80%. C'est-à-dire qu'il y a au moins un chapitre dans la thèse que je n'ai pas lu. Parce que je n'en pouvais plus, parce que j'avais plus le temps, j'étais épuisé, que ça n'apportait plus rien en fait à la démonstration. Il n'y a que 2 thèses que j'ai lues en entier. Et les 2 thèses que j'ai lues en entier, c'était 2 thèses qui faisaient moins de 310 pages. Elles étaient bien écrites, elles avaient un apport, je les ai lues de la première ligne à la dernière ligne. Et l'une des thèses, je peux même vous dire, je l'ai lue dans un aller-retour ex-Paris. Donc ce qui fait 7 heures. J'ai lu la moitié de la thèse à l'aller et au retour, j'ai lu l'autre partie. Et ensuite, quand je suis rentré chez moi, j'ai fait le rapport. Donc j'ai pu lire la thèse en entier. J'ai fait 7 heures de lecture plus 1 heure de rapport. Et donc en 8 heures, c'était bouclé. Ça m'est arrivé que 2 fois. Ça m'est arrivé que 2 fois. Donc, oui, vous pourrez faire des grosses thèses encyclopédiques, mais vous ne serez pas lu. Vous ne serez pas lu. Ne vous faites pas d'illusions, vous ne serez pas lu. Alors, pour vous donner des repères, un article à la revue trimestrielle de droit civil, ou à la revue de sciences criminelles, ou à la revue trimestrielle de droit européen, ou à la revue de droit historique, enfin, vous voyez, bon, toutes ces grandes revues-là, un article dans ces revues, c'est 90 000 signes espace compris, ce qui correspond à 1 heure de lecture. Une chronique dans un grand hebdomadaire comme le Dalloz ou le JCP, une chronique, c'est 40 000 signes espace compris, ce qui correspond à environ 25 minutes de lecture. Un commentaire d'arrêt, c'est 15 000 signes, ce qui correspond à 10 minutes de lecture. Une information rapide, donc une synthèse d'arrêt, correspond à 2500 signes, soit à peu près 3 minutes de lecture. Et j'ai fait des recherches sur, vous savez, les que sais-je. Bien sûr, vous connaissez tous cette fameuse collection des presses universitaires de France que sont les que sais-je. Eh bien, j'ai fait des recherches sur les que sais-je. Et j'ai découvert que, initialement, le projet éditorial au début du XXe siècle, c'était qu'on puisse faire le tour d'une question en 2 heures de lecture. Donc, ils ont pensé le format du que sais-je sur la base du temps de lecture. Et un que sais-je, donc je peux vous le dire, de toute façon vous l'avez compris, ça fait 180 000 signes, espace compris. Donc c'est l'équivalent de 2 articles, 2 gros articles en fait, dans des revues en fait majeures. Donc le deuxième conseil, c'était la longueur, faites gagner du temps. Troisième conseil, la formulation. Soyez citable. Soyez citable, oui. Écrivez de manière à ce qu'on puisse vous citer. Parce que vous savez que le but de la recherche académique, c'est que d'autres reprennent vos idées. Mais si vous faites des phrases de 4 lignes, avec beaucoup de parenthèses, avec beaucoup de circonvolutions, avec beaucoup d'incidentes, vous êtes incitable.
C'est-à-dire comment on va faire pour découper la phrase et vous citer en note de bas de page. Alors que si vous faites des phrases courtes qui résument bien les idées, on aura tendance à vous citer dans les mots que vous avez utilisés. Et vous connaîtrez amour, gloire et beauté. Dans le champ académique, ce qui est déjà pas mal. Mais regardez même pour vos propres recherches, vous verrez qui vous avez tendance à citer. Vous avez tendance à citer les personnes qui résument le mieux ce qu'elles disent en une seule phrase. Vous dites, ah ben oui, c'est exactement ce que je voulais dire, et vous citez juste la phrase dans la note de bas de page. Donc, soyez fonctionnel, soyez stratégique. Faites des phrases que d'autres pourront réutiliser pour vous citer. Alors, ça paraît simple comme conseil, mais ça fait beaucoup réfléchir sur la manière dont on doit écrire la thèse. Moi, ça a complètement transformé ma façon d'écrire la thèse quand j'ai appliqué ce conseil. Je suis passé à des formulations beaucoup plus courtes de mes phrases. Donc, phrase courte, phrase simple, style analytique, un style où on découpe bien les éléments des idées, et fonctionnel, donc un style qui n'a pas à être un style littéraire. Donc, vous pouvez écrire des romans, mais le but de la thèse, c'est pas d'écrire un roman, c'est de transmettre des idées. Hein, c'est ce que me disait mon propre directeur de thèse. Je lui disais, mais il y a quelque chose qui me plaît pas. Vous savez, quand j'écris, j'ai tout le temps l'impression de me répéter. Il dit, mais vous n'êtes pas un romancier. Vous n'êtes pas obligé de chercher des synonymes. C'est une démonstration. Donc, si le terme, dans toutes les phrases, il doit apparaître parce qu'il désigne le même concept, mais c'est normal de se répéter. Donc, on n'a pas à avoir une recherche stylistique et de type littéraire si on travaille sur des concepts. Si le concept, il est désigné par tel mot, ben, chaque fois, le mot, on le remet dans toutes les phrases. C'est comme ça. Alors oui, on se répète, mais ça fait aussi partie de la rigueur scientifique et de l'exigence scientifique. Alors, sur la formulation, donc sur le fait d'être citable, si vous voulez être cité, il faut que ce soit vous qui parliez. Je m'explique. Dans l'une des thèses sur laquelle j'ai fait un rapport il y a peu, un des reproches que j'ai fait au candidat, c'est que toutes les pages, il insère des citations d'autres personnes dans le corps de la thèse. Mais quel est l'intérêt? Moi, c'est le candidat que je veux lire, parce que les autres ont écrit. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec vous, bien sûr que vous voulez vous appuyer sur l'autorité d'autres personnes, mais vous le mettez en note de bas de page. Ne cassez pas la ligne de votre démonstration en citant les autres. Alors, sauf bien sûr, si vous trouvez un auteur où vous avez un paragraphe de 4 lignes, et que ces 4 lignes, vous avez commenté pendant 60 pages, bah c'est sûr, là, vous allez le citer, puisque ça va être l'objet de votre commentaire pendant 60 pages. Mais ce que je veux dire, c'est n'ayez pas une utilisation intempestive des citations. On brise le fil de la lecture. Donc, allez droit au but. Donc, vous identifiez votre proposition et les explications, elles viennent après. Donc, droit au but. Donc, tout ce que les autres ont écrit, vous le mettez en note de bas de page. Les notes de bas de page, ça sert précisément à cela. Et peut-être que vous vous demandez d'ailleurs comment est-ce qu'on peut écrire en fait une thèse de seulement 300 pages. Vous savez, moi j'ai plein de techniques que je propose à mes doctorants. Vous voyez que je les fais beaucoup souffrir, mais sur le moment ils souffrent, mais après ils me remercient. Mais vous avez une technique simple, moi que je leur dis pour les thèses de droit positif, je dis si c'est écrit dans un manuel, vous ne l'écrivez pas dans la thèse. Et je peux vous dire que déjà, si vous appliquez ce conseil-là, votre thèse elle va maigrir. Et bien maigrir. Si c'est écrit dans un manuel, vous ne l'écrivez pas dans votre thèse. Vous dites, vous mettez l'idée, vous mettez une note de bas de page et vous renvoyez au manuel. Et c'est tout. Ça veut dire que c'est admis comme une vérité dans le champ ou enfin, le manuel ou le traité. Donc, troisième conseil, la formulation. Quatrième conseil, le plan. Alors, bien sûr, il faut faire un plan, c'est pas ça le conseil. Mais c'est que le plan doit offrir de vrais repères. Et souvent, ce n'est pas le cas. Le plan doit offrir de vrais repères. À quoi sert un plan? À s'orienter dans la pensée. On peut filer la métaphore avec la carte et le territoire. Le plan, c'est une cartographie de la pensée. C'est la carte qui permet de s'orienter dans le territoire de vos idées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre plan ne doit pas être
un plan d'idées. Le plan ne consiste pas à classer des idées. Le plan ne consiste pas à classer des thèmes non plus. Ça, c'est une approche pédagogique de cours. On classe des thèmes pour les transmettre à l'étudiant. Le plan ne fonctionne pas non plus par matière. Vous n'allez pas, par exemple, si vous traitez du contrat, faire une partie sur la formation, une partie sur l'exécution. Ça, c'est ce qu'on fait justement dans les manuels aussi de manière pédagogique. Donc, pas d'idée, pas de matière, j'ai oublié, et pas de thème. Pardon. Alors, vous allez me dire, mais alors, comment je structure le plan? Eh bien, le plan, vous devez le structurer par problème. Le plan, c'est votre problématique. Est-ce que la question se pose? Est-ce que la question se pose? C'est-à-dire que l'unité de votre pensée, c'est le problème. Si vous considérez que dans une thèse, mettons, il y ait 8 chapitres, ça veut dire que chaque chapitre doit correspondre à un problème. Et donc le plan consiste à classer des problèmes pour qu'on puisse s'orienter dans les problèmes, pour qu'on puisse s'orienter dans la marche des problèmes, ce qu'on appelle la problématique. Alors, pourquoi structurer le plan par problème? Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, seul le problème ouvre une discussion. On ne discute que de problèmes. Donc c'est le problème qui ouvre le volume de discussion. Donc ce ne sont pas les idées les plus importantes qui forcément vont se retrouver dans le plan. Moi je dis tout le temps en fait à mes élèves qui font par exemple une thèse en droit des contrats, je leur dis le fait que le contrat soit un accord de volonté, c'est une idée très importante. Mais qu'est-ce qu'elle nécessite en termes de volume de démonstration? Une ligne. Tout le monde le dit dans tous les manuels, dans tous les traités. Donc vous n'avez même pas besoin d'en faire une partie. Alors sauf si votre thèse, c'est la remise en cause de la définition du contrat. Bien sûr. Mais si votre thèse n'est pas la remise en cause de la définition du contrat, vous dites, voilà, le contrat, c'est un accord de volonté, vous le mettez dans l'introduction, vous mettez les notes de la page, et c'est fini. Et pourtant, c'est une idée centrale et très importante. Donc ce qui signifie que dans le plan, vous n'avez pas forcément les idées les plus importantes, mais les idées que vous allez discuter, ce qui est complètement différent. Donc ce que vous devez chercher dans le plan, c'est un équilibre des masses problématiques. Donc l'idéal du plan, le but qu'il faudrait atteindre, donc si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez une totale maîtrise du plan, c'est qu'en lisant votre plan, je dois comprendre les problèmes dont vous traitez et les réponses que vous avez apportées. Si vous prenez le plan d'Aix-en-Provence, qu'est-ce que vous attendez du plan d'une ville? De comprendre où sont les axes principaux, comment vous déplacer, comment rejoindre en fait les points d'intérêt, si vous faites du tourisme. Donc ce que vous attendez en fait du plan, c'est qu'il vous dessine en fait les grandes directions, pas qui vous donne en fait le détail de tous les points. Alors combien doit-il y avoir de parties dans un plan? Au moins une, c'est le minimum. Mais blague à part, est-ce qu'il faut faire un plan en 2 parties? 2 sous-parties? 2 sous-sous-parties? Et ainsi de suite? Non. Absolument aucune nécessité. Puisque le plan, il est structuré par problème. Donc l'unité de votre pensée, c'est le problème. Donc vous avez 5, 6, 7, 8 problèmes, et ensuite vous essayez de les classer entre 2 et 3 parties, du mieux que vous pouvez. Mais il ne faut pas faire l'inverse, partir en fait de la forme vide et essayer de la remplir. Alors, vous avez des astuces que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que dans le plan, vous pouvez à la fois indiquer la matière et la position. Donc, par exemple, là, j'ai créé en fait un plan tout à fait artificiel à partir d'une distinction tout à fait classique. Imaginez en fait que vous fassiez une thèse sur la compensation pour connexité, donc un sujet très technique de droit des obligations. Vous pourriez faire première partie, la nature juridique de la compensation pour connexité, deuxième partie, le régime juridique de la compensation pour connexité. Bon. Ce serait un plan tout à fait classique, mais ça c'est un plan en fait matériel. Ça n'explique pas ce que vous défendez.
On n'a pas en fait l'idée du problème que vous allez aborder. Donc simplement, vous le complétez. Vous mettez par exemple la nature juridique de la compensation pour connexité, 2 points, une garantie. Le régime juridique de la compensation pour connexité, 2 points, l'absence d'effet extinctif. Et donc là, on comprend que vous allez soutenir que la compensation pour connexité, c'est une garantie, et qu'elle ne produit pas un effet extinctif, donc très certainement un effet de garantie. Et donc, avec cette simple astuce de rajouter quelques termes ou de préciser avec une idée ou un adjectif, vous pouvez atteindre l'objectif de transmettre votre pensée simplement à travers le plan. 5e et dernier conseil ou erreur à éviter, les résumés. Il faut rassurer le lecteur. Il faut rassurer le lecteur. Donc, le 4e de couverture de votre thèse, c'est très important. En général, c'est la première chose qu'on lit. Donc, dans le résumé, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit ménager le suspense? Ouvrez ma thèse et vous aurez une nouvelle révélation en droit des obligations. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon propre résumé de thèse. Très mauvaise stratégie. Pourquoi? Ah bien, tout simplement parce que quand il y a trop de mystères, on n'a pas finalement envie d'entrer. Imaginez que vous fassiez en fait votre shopping pour Noël et vous arriviez en fait devant la boutique à la vitrine noire, toute noire. Vous voyez rien. Alors c'est sûr, le mystère, ça peut être excitant. Qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Que vais-je trouver? Etc. On peut se poser plein de questions, mais ça peut un peu angoisser finalement. Dans quoi je vais rentrer? Qu'est-ce que c'est ce magasin? Qu'est-ce qu'ils vendent? Pourquoi la vitrine elle est toute noire? Etc. Bon, qu'est-ce qu'ils cachent? Donc ça peut être plus angoissant finalement que stimulant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que vous mettez dans une vitrine d'un magasin? Parce que vous avez de meilleur pour attirer le client. Ben là c'est la même chose. Donc le résumé, vous mettez tout le meilleur de votre thèse. Donc tant pis, vous brisez tout le suspense. Mais le but, déjà, c'est qu'on sache ce que vous pensez, et le but, c'est qu'on ait envie de vous lire. Donc vous imaginez, la personne, elle tape votre sujet de thèse sur le SUDOC, le système universitaire de documentation. Ou pas le SUDOC, sur le site, comment ça s'appelle ça, thèse.fr. Donc elle tape votre sujet sur thèse.fr. Il y a le résumé. Et là, elle lit le résumé, elle se dit « mais ça a l'air génial !» Et elle la commande, et elle la lit, par le prêt entre bibliothèques, si elle n'est pas publiée. Mais si elle lit le résumé et que vous faites une espèce de vitrine obscure, elle va se dire « bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais dépenser du temps et de l'argent pour faire un prêt entre bibliothèques ?» Elle ne le fera pas, en réalité. Donc il faut tout dire dans le résumé. La métaphore que je prends toujours pour mes étudiants, elle vaut ce qu'elle vaut, je suis désolé, il y a beaucoup de métaphores peut-être qui sont boiteuses, mais elles permettent de bien comprendre en fait l'objectif. Je leur dis, vous devez faire un résumé et également votre introduction comme la bande-annonce d'un film. Donc vous devez mettre les meilleurs moments, annoncer tous les temps forts et présenter l'ensemble en fait du cadre et de la problématique. Donc ce que je vous dis pour le résumé, ça vaut aussi pour l'introduction, pour la conclusion et pour les têtes de chapitre. Donc tous les passages en fait où on résume ces idées. Donc l'introduction, ça résume toute la thèse. La conclusion, ça résume toutes les positions de thèse. Le 4e de couverture, ça résume à la fois l'introduction, la conclusion et toute la problématique de la thèse. Et les têtes de chapitre, donc les introductions de chapitres, résument bien entendu les chapitres. Donc le style, la longueur, la formulation, le plan, les résumés. Il s'agissait en fait de 5 conseils qui, à mon avis, vous évitent beaucoup d'erreurs, incompréhension, difficulté de lecture, mauvaise diffusion de vos idées, difficulté à formuler vos propres idées, difficulté à rédiger. Maintenant, j'aimerais terminer de manière beaucoup plus rapide, je serai beaucoup moins long en fait que sur les 5 premières règles. J'aimerais terminer par un ensemble de conseils pratiques que j'ai accumulés au fil de la rédaction et de la recherche de ma propre thèse, mais aussi au fil de toutes mes directions de thèse et de toutes mes discussions avec mes doctorants plus ou moins angoissés. Voilà, parce que c'est difficile de faire une thèse sans angoisse, je dois le reconnaître. Donc, je voudrais simplement vous donner en fait des conseils pratiques. Ils sont structurés aussi, il n'y a pas d'ordre où le premier conseil que je vais vous donner est plus important que le dernier, mais je vous les donne en fait dans l'ordre où je les ai couchés sur le papier. Alors d'abord, ce que j'aimerais que vous compreniez dans toute recherche, pour éviter en fait que vous fassiez cette erreur, c'est que dans toute recherche, il y a 3 grands aspects, il y a 3 grandes dimensions.
Le premier aspect, c'est la recherche documentaire. Donc forcément, il faut rechercher vos documents, les lire et vous organiser. Donc il y a un problème d'organisation de la recherche documentaire. Ça, c'est clair dans toute thèse. Au moins, je vais dire en droit et en sciences humaines, c'est le cas. La deuxième dimension de la thèse, deuxième aspect de la thèse, c'est la problématisation. Donc il faut trouver le problème. C'est l'aspect créatif, l'aspect le plus mystérieux, l'aspect spirituel dans le vrai sens du terme. Tout ce qui vient de l'esprit est création. Et enfin, vous avez un troisième aspect qui est l'écriture à proprement parler de la thèse. Ce dont on vient de parler. L'erreur que j'ai commise, parce que j'étais à votre place, et que beaucoup de doctorants commettent, c'est d'avoir une vision chronologique de ces dimensions. Pendant la première année de thèse, on fait de la recherche documentaire, on fait sa bibliographie. Pendant la deuxième année de thèse, on a des idées, et pendant la troisième année de thèse ou la quatrième année de thèse, on écrit. C'est sûr que dans le monde idéal de la rédaction des thèses et de la recherche, si vous arrivez à faire ça, c'est extraordinaire. Ça ne se passe jamais comme ça. C'est justement un monde idéal. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc ce que vous devez comprendre dès aujourd'hui, c'est que ces trois dimensions, elles sont toujours simultanément présentes à tous les moments de la thèse. Seulement, certaines sont plus mises en avant que d'autres selon la chronologie de la thèse. C'est sûr que la première année, vous allez faire plus de recherches documentaires que la deuxième année ou la troisième année. Mais même quand vous allez rédiger, vous verrez, vous ferez de la recherche documentaire parce que il vous faudra récupérer tel papier qui permet d'appuyer telle idée que vous n'aviez pas pensé parce que c'était pas l'idée que vous aviez au début de la rédaction de la thèse. Donc vous allez aller le chercher, vous ferez encore de la recherche documentaire. La problématisation. Bien sûr que vous ne pouvez pas commencer par la problématisation. Et encore, je pense qu'il faut y penser dès le début. Mais la problématisation, même pendant que vous écrivez, vous allez retravailler vos problèmes. Et l'écriture de la thèse, vous allez dire, ah non, mais ça, c'est sûr, l'écriture de la thèse, vous ne pouvez pas nous dire qu'on commence par écrire la thèse, puisqu'on ne peut pas commencer par écrire la thèse. Eh bien, je vais vous dire, ben oui. Vous devez commencer par écrire la thèse. Alors, pas la thèse en entier. Mais il faut toujours que vous commenciez par écrire au moins votre plan de recherche, enfin, votre thèse sur une page, où vous en êtes aujourd'hui de votre sujet. Où vous en êtes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez de votre problème? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez de votre thèse? Alors, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Sur le traitement des données. Alors, j'ai couché des idées sur le papier. Il se trouve que par un pur hasard, je ne sais pas si c'est un signe, il y en avait 10. Donc, ça fait 10 règles. Ça tombe bien, au moins c'est facile à retenir. Donc 10 règles importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 règles importantes. Première règle, c'est ce que j'appelle la technique des 10 dossiers. Alors la technique des 10 dossiers, qu'est-ce que c'est? C'est que si vous êtes dans une méthode de thèse très classique en droit, vous faites un plan de parties, de sous-parties, vous avez le droit de le faire. Ça signifie que vous avez 2 parties, dans chaque partie il y a 2 titres, et dans chaque titre il y a 2 chapitres. Donc vous avez 8 chapitres en réalité. Alors vous allez dire, alors pourquoi 8 dossiers? Parce qu'il y a l'introduction, ça fait 9, et le 10e, c'est tout ce que vous n'arrivez pas à mettre dans les 9 autres. C'est le dossier résiduel. Et le fait de constituer ces 10 dossiers, vous mettez des numéros dessus. C'est ce que j'avais fait, je mettais des numéros, parce que si vous écrivez sur le dossier, vous allez tout le temps barrer le titre et vous allez mettre un titre. Donc je mettais des numéros. J'avais collé, moi, une fiche en carton sur ma bibliothèque avec les numéros et le crayon. Et je mettais les intitulés des dossiers. Et chaque fois, je recomposais les dossiers. Et donc ça vous permet de voir que certains dossiers, ils sont immenses, d'autres, ils sont tout maigres. Et ça vous permet de comprendre qu'il y a un problème. Pourquoi il y a des dossiers qui sont immenses et d'autres qui sont tout maigres? Soit le problème, il vient de vous, vous avez mal découpé. Soit peut-être que le problème vient effectivement qu'il y a certaines questions qui ont été délaissées dans la recherche. Donc ça vous permet, la technique des 10 dossiers, déjà de vous préstructurer en 8 chapitres, plus l'introduction, d'avoir déjà en fait une vision par problème, et ça vous permet en fait de répartir les masses et de voir en fait quel est le volume de la discussion académique. Donc vraiment, ça je vous assure
que c'est une règle très utile de classer les documents par affinité avec la technique des 10 dossiers. Deuxième règle, faire à la fois des lectures d'ensemble et des lectures précises. C'est-à-dire que quand vous lisez un document, il ne faut pas simplement vous dire soit je lis le document en entier, soit je ne lis pas du tout. Non. Il y a des documents où vous n'allez lire qu'un paragraphe, parce que vous n'avez besoin que de ce paragraphe-là pour votre thèse. Vous allez consulter d'autres thèses, il y a peut-être que 2 pages qui vous intéressent. Vous ne lisez que ces 2 pages. Vous lisez un peu l'introduction, mais vous faites des sondages pour voir la problématique d'ensemble. Vous n'allez pas lire en fait toute la thèse. Inversement, il y a des passages très importants ou des articles très importants ou même des thèses très importantes. Peut-être que vous serez obligé de les lire, peut-être pas en entier, mais au moins à 80%. Donc, vous voyez, il faut que vous soyez stratégique et que vous preniez ce dont vous avez besoin. Alors, au début de la recherche, c'est difficile. Donc, au début de la recherche, il vaut mieux faire des lectures générales, des lectures d'ensemble. Mais au fur et à mesure que vous avancez normalement dans votre problème, vous faites des lectures de plus en plus sélectives et de plus en plus, j'allais dire, précises. Troisième règle, alors celle-là, c'est une règle contre-intuitive, mais elle est très importante. Ne surlignez pas vos documents. C'est étonnant, hein? Surtout, pas de fluorescent sur les documents. Alors pourquoi? Parce que si la première fois que vous lisez un document, vous dites « Oula, ça c'est important », vous le soulignez. Ça c'est important, vous le soulignez. Mais ça c'est aujourd'hui que vous pensez que c'est important. Déjà dans 3 mois, vous aurez peut-être changé d'avis. Dans 6 mois, vous aurez changé d'avis. Mais si vous ressoulignez dans 6 mois ce que vous pensez être important, vous allez faire un arbre de Noël sur le document. Il y en aura de toutes les couleurs, de partout, ça deviendra illisible. Donc quand est-ce qu'on surligne un document? À la fin. C'est-à-dire une fois que vous avez votre thèse, vos idées, que tout est clair, vous reprenez votre documentation et vous surlignez tout ce que vous allez citer. Et le confort que ça va vous apporter, vous imaginez pas. Parce que vous allez reprendre vos dossiers, vous allez prendre vos articles, et vous n'allez plus lire les articles, vous n'allez lire que ce que vous allez surligner, parce que vous savez que c'est ce que vous allez citer. Et vous allez gagner un temps considérable. Considérable. Alors aujourd'hui, c'est sûr, on ne surligne peut-être plus à la main, mais dans votre PDF, ce que vous mettez ne surlignez pas en fait immédiatement les choses dans votre PDF. Voilà. Attendez, alors c'est vrai que moi je suis encore resté assez papier, c'est-à-dire que, alors au début ça perd, il faut prendre de notes, mais au début on surligne en fait au crayon papier, mais on met pas du fluo parce que ça attire le regard, ça fixe les idées, mais on surligne au crayon papier, on met des notes dans la marge, mais en fait on ne fixe pas les idées. Donc c'est déjà la 4e règle qui suit en fait la 3e, c'est qu'il faut que vous puissiez prendre des notes évolutives. Alors qu'est-ce que ça signifie des notes évolutives? C'est-à-dire que vous ne devez jamais clôturer et vous fixer sur l'interprétation d'un document. Alors moi la technique que j'avais, c'est que j'ai fait une thèse qui portait sur la jurisprudence, j'ai fiché 380 arrêts, donc à l'époque il y avait Légifrance n'existait pas, donc je les ai tous photocopiés, et j'ai tout fait en fait sur des fiches cartonnées où j'ai mis des mots-clés, et donc ce que je faisais c'est que je résumais l'arrêt, et au fur et à mesure, pour distinguer ce que disait l'arrêt de ce que je pensais ou de ce que disaient les commentateurs, toutes mes remarques, je les faisais commencer par un petit triangle. Donc je savais que lorsque la phrase commençait par un triangle, c'était une de mes idées. Et donc chaque fois, j'ajoutais mes phrases avec les triangles, et à la fin, parmi les différentes interprétations, j'ai entouré le triangle qui correspondait à ce que je retenais pour ma thèse. Donc j'ai changé d'avis sur l'interprétation de certaines choses, mais c'est normal. Ce qui serait inquiétant, c'est si vous avez une thèse, une idée, au moment où vous commencez la thèse, que vous gardez la même idée jusqu'au bout, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Donc, 5e conseil, toujours noter ses idées. Toujours noter ses idées. Alors, maintenant, c'est facile parce qu'on a les téléphones portables, on peut s'enregistrer, on peut faire une note sur les téléphones portables. Et bon, moi, vous savez, j'ai peut-être une espèce de résistance à la technologie, donc j'ai toujours un carnet sur moi, toujours, qui me quitte jamais. Et dedans, il y a même une récompense si je le perds pour celui qui me le rapporte, parce qu'il y a toutes mes idées dedans. Mon propre directeur de thèse avait collé un bloc-notes dans sa voiture.
Donc, il était sur l'autoroute, il avait une idée, il n'attendait pas d'arriver chez lui, il se mettait sur le bas-côté et au péril de sa vie, parce qu'il donne sa vie pour la science, il notait l'idée en fait sur le bloc-notes. Donc il faut toujours noter les idées parce que vous allez avoir l'idée, elle va s'envoler. Hein. Vous connaissez en fait le proverbe, les paroles s'envolent et les écrits restent. Scripta manent, verba volent. Sixième règle, je vous l'ai déjà donné en réalité, mais je vous la répète, c'est sur la technique des 10 dossiers. Vous devez questionner les dossiers qui sont trop vides ou trop pleins. Donc la technique des 10 dossiers vous permet de savoir pourquoi le dossier est trop rempli, pourquoi il est trop plein. Ça doit vous permettre d'être beaucoup plus dynamique dans les questions que vous vous posez. Et donc sans cesse, vous restructurez vos dossiers, ce qui vous permet de refaire une hiérarchie des problèmes. Septième règle, quand vous faites une recherche documentaire, il faut partir du présent pour aller vers le passé, non pas l'inverse. Parce que sinon, vous allez accumuler trop de données. Alors, sauf bien sûr pour ceux qui font une thèse en histoire. Parce qu'en histoire, par définition, on part du passé. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui font une thèse en dehors de l'histoire du droit, bien sûr. Mais partez du présent et remontez progressivement dans le temps, parce que des fois, vous remontez ne serait-ce qu'à 50 ans, vous avez déjà beaucoup trop de données. Donc il faut s'arrêter là. Sinon, vous risquez de faire la thèse en 10 ans. Et de toute façon, c'est même plus possible maintenant. Huitième règle, il faut que vous cotiez vos documents. Mettre une cote, c'est-à-dire mettre des étoiles. Exactement comme pour la gastronomie. Donc vous avez des documents à 1, 2 ou 3 étoiles. Donc les documents 3 étoiles, c'est des documents très importants. Vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus quand vous allez rédiger votre thèse. Les documents 2 étoiles, c'est des documents qui sont importants. Et les documents 1 étoile, c'est des documents qui sont secondaires dans la démonstration. Vous pourrez les utiliser, mais ce n'est pas nécessaire. Donc pourquoi cette technique ? Cette technique, en fait, elle va vous permettre de prioriser les documents dans l'utilisation que vous en faites pour la rédaction. Et quand vous allez rédiger, vous allez d'abord vous concentrer sur les 3 étoiles, après sur les 2 étoiles et après sur les 1 étoile. Et vous verrez que ça va vous faire gagner un temps considérable. Et si vous n'avez pas le temps, eh bien c'est pas grave, les documents 1 étoile, vous les sortez de la démonstration. Ce sera pour une autre fois. 9e règle. Alors ça, je la trouve subjectivement très importante. Vraiment, je pense que s'il y en a une à retenir là parmi les 10, c'est celle-ci. Surtout pour ceux qui sont en première année de thèse. C'est qu'il faut réaliser un lexique. Ça me semble fondamental. Il faut que vous réalisiez un lexique. Donc un lexique, c'est une suite de mots qui correspond à vos sujets. C'est-à-dire, quels sont les mots-clés de votre sujet ? Parce que les mots-clés de votre sujet, c'est ce que vous allez taper dans les moteurs de recherche, c'est ce que vous allez taper dans les bases de données. Donc il faut faire attention aux synonymes. Alors c'est sûr, il y a des exemples, c'est facile à comprendre. Si vous faites une thèse sur le dommage, il faut aussi taper préjudice. Bon, ça c'est évident. Mais parfois, ça c'est l'exemple banal, mais des fois on est dans des situations où c'est beaucoup moins évident. Donc, comment on fait pour se construire un lexique ? Alors je ne fais pas de la publicité, mais vous avez un dictionnaire édité par Larousse, qui me semble extraordinaire, qui est quasiment méconnu. Parmi, je ne sais pas pourquoi, tous les collègues, les doctorants, quasiment personne ne le connaît. C'est ce qu'on appelle le thésaurus, ou le dictionnaire des analogies. Pas des synonymes. Pas des synonymes. C'est pas un dictionnaire des synonymes. C'est un dictionnaire des analogies. Donc c'est un dictionnaire qui est structuré par champ lexical. Et c'est fabuleux. Parce qu'à partir d'un mot, vous retrouvez tous les autres mots qui sont inclus dans le champ lexical. Et ça vous donne, vous ne pouvez pas imaginer, ça vous donne des idées. Ça vous permet de rebondir. Donc je vous assure que c'est fondamental. Et enfin, dernière règle, c'est une règle négative, ne fichez pas tout. Ne sombrez pas dans la folie de la fiche. Alors je sais que c'est rassurant de ficher, parce qu'on lit le document, on fait une fiche, on lit ceci, on fait une fiche, on accumule des fiches, des fiches et des fiches et des fiches et des fiches. Mais ficher, c'est, comment dire, si vous aimez faire des fiches, rentrez aux renseignements généraux. Je veux dire, au moins vous ficherez tout le monde et vous collecterez des renseignements sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre des notes sélectives en fonction de problèmes, mais pas faire des résumés. Donc, oui, peut-être au début, faites des fiches, mais soyez modérés quand même sur la folie de la fiche. Alors, pour me résumer,
et je terminerai par là. Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour l'organisation générale, en dehors de ces 10 règles, pour que, en fait, la thèse, vous puissiez arriver jusqu'au bout, c'est quand même l'objectif, et que vous puissiez l'écrire de manière satisfaisante. Déjà, première chose que j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à faire un rétro-planning. Donc un rétro-planning, c'est un planning en fait à l'envers, donc vous partez du jour de votre soutenance, du jour espéré de votre soutenance. Donc imaginons, alors là on est en 2018, on va dire que vous avez déjà commencé peut-être la thèse, etc. Allez, on va dire, on va être très optimiste, on va dire une soutenance en 2021. Donc vous allez soutenir le 5 décembre 2021. Donc si vous devez soutenir le 5 décembre 2021, cela signifie que 9 semaines avant, excusez-moi, 9 semaines avant, vous avez envoyé la thèse au rapporteur. Donc ça veut dire qu'elle est imprimée. Alors c'est vrai que les délais d'impression, ils sont compressés maintenant, mais vous voyez déjà, ça vous donne une idée, c'est 9 semaines avant. Et ainsi de suite, faites un rétro-planning, ça vous permet en fait de voir concrètement le temps qui vous reste pour chercher des documents, penser à des problèmes et écrire la thèse. C'est très très significatif. Est-ce qu'on peut écrire une thèse en 3 ans? C'est possible, je l'ai fait. Je l'ai fait. Avec une méthode militaire. Donc quelle est la méthode militaire que j'ai appliquée? J'ai dit, c'est simple, ma thèse elle est en 8 chapitres. Chaque chapitre sera écrit en 1 mois. Le 30 du mois, le chapitre sera fini. Chaque chapitre est composé de 2 sections. Donc c'est une section tous les 15 jours. Chaque section est composée de 2 paragraphes. Donc c'est un paragraphe par semaine. Chaque paragraphe est composé d'un grand A et d'un grand B. Donc c'est un grand A en 2 jours, un grand B en 2 jours. Ça fait en 4 jours. Et je me suis tenu à ce planning et j'ai écrit la thèse Je l'ai commencé en septembre et je l'ai fini en mai. Je l'ai écrite j'arrive même plus à calculer combien ça fait, mais à peu près en 9-10 mois. Avec toujours la même discipline. Lever à 7 heures du matin. Extinction de toute sonnerie, y compris en fait de la sonnerie de l'appartement, extinction du téléphone, enfin sauf de l'ordinateur à l'époque, mais il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas la tentation de naviguer, donc extinction de tout. Écriture directe jusqu'à 1h de l'après-midi, coupée du monde de 7h à 1h, donc jusqu'à 13h. Invariablement de 13h à 14h, pâte à la carbonara, parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. Et de 14h à 17h, intégration des notes de bas de page, structuration, mise en forme, tout ce qui ne demande pas en fait un effort intellectuel. 17h, sortie de l'appartement, promenade, cinéma, bar, amis, massage, shiatsu, enfin tout ce que vous voulez, qui vous fait du bien, réintégration 21h, soupe légère, au dodo à 22h. Et la thèse est faite en 10 mois. Mais ça vaut le coup, parce qu'après, vous passez à autre chose dans votre vie. Donc, ce que je vous conseille, c'est régulièrement, faites le point sur ce que vous pensez. Moi, je vous dis toutes les 7 semaines, parce que 7, c'est un chiffre symbolique fort. Toutes les 7 semaines, vous reprenez votre page. Alors, où j'en suis sur le problème, où j'en suis sur les idées, où j'en suis sur l'enjeu, qu'est-ce que je pense aujourd'hui? Il est où le problème? Voilà. Donc, toutes ces 7 semaines, refaites le point, vous verrez, vous progresserez, ça va vous encourager. Ça va vous encourager de voir que vous progressez toutes les 7 semaines. Donc, ayez cette discipline. Et enfin, j'aimerais terminer par la grande question que me posent quasiment tous mes élèves. Monsieur, quand est-ce que je dois commencer à écrire? Est-ce que je suis prêt pour écrire? Voilà. Est-ce que vous pensez que je peux commencer à écrire? Alors, je vais vous donner un critère qui résout la question. Au moins, vous ne vous poserez plus la question, vous ne la poserez même plus à votre directeur. Est-ce que vous devez commencer à écrire lorsque vous avez le plan et tout le détail de la démonstration? Non, parce que si vous attendez d'avoir le plan et tout le détail de la démonstration, vous n'écrirez jamais. Parce que vous pourrez toujours perfectionner, vous pourrez toujours ajouter quelque chose. Donc, il faut commencer à écrire comme on fait un voyage. Le voyage, il commence par la destination. Sinon, c'est une errance. Donc, vous commencez à écrire lorsque vous savez
ce que vous voulez dire. Donc, dès que vous avez un but, dès que vous avez un cap, vous pouvez commencer à écrire. Peut-être que vous n'avez pas tout le détail de l'argumentation. Peut-être que vous n'avez pas tout le détail de l'argumentation, mais vous allez construire le chemin en marchant. Donc, ayez confiance dans votre propre marche. Ayez confiance dans votre propre puissance de problématisation et dans votre propre puissance de résolution des problèmes au moment où ils apparaissent. Mais ce qu'il vous faut, c'est le cap. C'est le cap. Voilà. Donc, vous avez décidé d'aller à New York. Finalement, l'avion est annulé. Eh bien, ce n'est pas grave. Alors, je ne dirai pas peut-être forcément à la nage, ça va prendre du temps. Mais vous irez en bateau, vous allez prendre un autre moyen, vous allez prendre une escale, vous allez passer par un autre endroit. Donc, vous allez inventer de nouvelles stratégies, mais vous savez où vous voulez aller. Vous voulez aller à New York. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que je veux démontrer? Quelle est ma position? Quel est le but de la thèse? Qu'est-ce que je veux dire? Sachant que, n'oubliez pas que le but, avant tout, c'est de déterminer un problème. Donc, n'hésitez pas, pour la rédaction, le chemin peut se construire en marchant.